Le titre était assez accrocheur, faut-il donner le pouvoir aux scientifiques? En fait, pour répondre à cette question, puisque j'ai pris l'interrogation au sérieux, il faut préciser de quel pouvoir il s'agit. Clairement, s'il s'agit du pouvoir politique, la réponse est surtout non. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut exclure la possibilité que des scientifiques, à titre personnel, accèdent aux plus hautes responsabilités de l'État. Vous savez tous que Mme Angela Merkel est physicienne de formation, mais je crois que ce n'est pas totalement étranger au fait que le financement de la recherche se porte plutôt bien depuis quelques années en Allemagne, par exemple. Il est même assez logique, même si c'est assez rare, qu'on donne certaines responsabilités dans la gestion politique de la science à des scientifiques. De temps en temps, pas assez souvent à mon goût, il arrive que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche soit un vrai scientifique. Ça a été le cas avec Hubert Curien, ça a été le cas avec Claude Allègre, et nous avons beaucoup de chance de ce point de vue. C'est le cas aujourd'hui avec Frédéric Vidal. Mais là encore, ce n'est pas une règle. C'est le résultat de parcours politique qu'un banquier de la BNP peut aussi faire, et c'est tout à fait légitime. Il ne s'agit pas d'un mécanisme institutionnel. Bien sûr, il y a pu y avoir des illusions sur un gouvernement des savants, mais je crois que la Constitution, à un moment donné, le directoire, en 1795, avait envisagé qu'il y ait une troisième chambre à côté du Conseil des Anciens qui préfigurait le Sénat et du Conseil des 500, mais je ne nous vois pas proposer une révision constitutionnelle de ce type par Emmanuel Macron. Alors, de la même façon, s'il s'agit de la gestion de la science, là, d'une certaine façon, les scientifiques ont déjà le pouvoir. Et le problème, c'est comment faire pour qu'ils le gardent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en tout cas, dans les États qui ont un système stabilisé d'enseignement supérieur et de la recherche, le principe de fonctionnement de la science est, bien sûr, pas de la considérer comme extraterrestre, il faut des financements, et on demande donc des financements tant publics que privés pour financer la recherche, mais le mode de fonctionnement qui est accepté par tous, c'est de garantir une très forte autonomie dans la gestion quotidienne et dans les orientations de la science à la communauté scientifique elle-même. La raison est par exemple que vous savez que le principal élément d'évaluation de la qualité de la production scientifique, ce sont les revues scientifiques, les publications dans les journaux scientifiques, c'est-à-dire une évaluation par les pairs, dans lequel on espère et on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'interférence d'un quelconque pouvoir autre que celui des scientifiques. Et à la différence des ministres, de façon générale, c'est presque toujours, pas toujours encore une fois, mais c'est presque toujours des scientifiques auxquels on confie la responsabilité des organismes de recherche. C'est mon cas à l'Institut de recherche pour le développement, c'est le cas de mon ami Petit qui vient d'être nommé au CNRS, et ainsi de suite. Donc là, pour la gestion de la science, en tout cas dans les pays développés, c'est le cas. Et d'ailleurs, il faut s'inquiéter dès lors qu'on peut avoir l'impression que le pouvoir politique ou le pouvoir autre, y compris le pouvoir financier, essaye de dicter trop l'agenda et surtout le mode de fonctionnement de la recherche. Donc la vraie question qui est posée par cette conférence, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'il faut organiser le pouvoir d'influence des scientifiques et des informations, des connaissances qu'ils portent, qu'ils produisent sur la décision publique d'abord, mais même plus généralement sur la décision de l'ensemble des acteurs, y compris sur la décision des financiers, puisque vous êtes des financiers, je crois, pour l'essentiel. Alors, bien sûr, ce pouvoir d'influence, il se prend. Quelque part, le rôle qu'a joué le GIEC, dont on fêtait le 30e anniversaire il y a très peu de temps à Paris, c'est un pouvoir qui a été soutenu par l'ONU, etc., mais qui a été conquis au départ par les scientifiques. Le GIEC est une instance officielle
comme reconnue comme partie prenante de la négociation de l'accord de l'ONU sur le climat. Quand les objectifs du développement durable donc, ont été adoptés en septembre 2015, l'ONU a confié à une de ces émanations qui s'appelle le High Level Policy Forum, qui se réunit tous les mois de juillet, le suivi de ces ODD, et le High Level Policy Forum, pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, a dit, en 2016, on ne va pas faire comme d'habitude, on ne va pas donner l'évaluation des programmes aux agences de l'UGN elles-mêmes, parce qu'elles sont quand même un peu jugées parties. Hein. On va confier ce rapport à un groupe d'experts indépendants. Et donc il y a 15 scientifiques indépendants, dont je fais partie, qui sont censés faire le premier rapport quadriennal d'évaluation créative des ODD, qui éventuellement servira de modèle au rapport futur jusqu'en 2030. Et le point très important, ça vous connaissez peut-être pas ça, j'ai appris ça à l'ONU, c'est que ce rapport, il est non négociable. Ça, c'est très important. Là, tous les rapports de l'ONU, y compris les ODD, sont inévitablement le fruit de compromis entre les missions qui représentent les différents gouvernements. Donc, en dernière instance, c'est une négociation intergouvernementale. Dire que c'est non négociable, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tenir compte des critiques des uns et des autres. Si les pays du Sud disent votre rapport il est complètement dominé par les intérêts et la vision de la science occidentale, on fera notre copie. C'est clair. Hein, parce que ça veut dire que le rapport est à côté de la plaque. Mais si les Américains, le gouvernement américain vient nous voir en disant ah, non, vous ne pouvez pas utiliser global warming, réchauffement climatique, on leur dira excusez-nous, mais il y a 2000 papiers, voire plus, dans la littérature scientifique internationale qui utilisent ce terme et qui a démontré ça. Donc, quand vous aurez autant d'évidences publiées dans la littérature scientifique internationale démontrant que cette hypothèse et ces données sont fausses, là, effectivement, on changera, mais tant que c'est pas comme ça, ben voilà, c'est comme ça. Voilà, la science dit ça, et le consensus scientifique, il est là pour l'instant, et il n'y a pas de raison de le changer. Alors, il faut bien comprendre que, je n'ai pas le temps de détailler, vous savez qu'avant, il y avait les objectifs du millénaire, hein, entre 2000 et 2015, qui étaient beaucoup plus limités, il n'y avait que 8 objectifs du millénaire, et surtout, ils ne concernaient que les pays du Sud. Nous n'étions concernés qu'à travers l'aide au développement ou la relation Nord-Sud. Les objectifs de développement durable sont beaucoup plus larges, ils couvrent 17 objectifs, quasiment tous les problèmes de la planète. Et ce sont des meilleurs compromis politiques pour 3 raisons. La première raison, c'est la conjoncture dans laquelle ils ont eu lieu. Ils ont été négociés à partir de 2010, c'est-à-dire dans la foulée de la crise. Vous êtes en première ligne pour l'avoir connu, la grande crise économique démarrée en 2008. Et beaucoup de pays se sont saisis de la négociation sur les ODD pour dire on ne va pas laisser le monopole de la réponse à la crise au G7 et au G20. On veut que ça soit plus large. Et du coup, dans la négociation, le représentant à l'ONU du Kenya, la ministre de l'Environnement de la Colombie, et ainsi de suite, les ministres africains ont eu un poids qu'ils n'auraient pas eu dans un cadre habituel. Première chose. Deuxième chose, même si ce sont les gouvernements qui ont signé en dernière instance, la société civile et le secteur privé ont été associés à la consultation. Et chaque juillet au HLPF, il n'y a pas que les représentants des gouvernements. Il y a aussi les représentants du secteur privé, du secteur financier. Vous y êtes d'une certaine façon, directement ou indirectement, qui sont entendus, qui expriment leur point de vue. La troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu de l'évidence scientifique qui est venue faire bouger les curseurs. Alors on le voit dans le cas du GIEC, mais on le voit dans d'autres cas. Par exemple, le premier objectif du millénaire, qui reste le premier objectif du développement durable, c'est éradication de la pauvreté absolue, tel que défini par la Banque mondiale, les personnes qui vivent avec moins de 1,9 $ aujourd'hui par personne et par an, ça a commencé à 1 $ pour les années 2000, par personne et par an en parité de pouvoir d'achat. On a réussi à faire qu'il y a un objectif de réduction des inégalités, et aujourd'hui, la vulgate commune, pas simplement à Thomas Piketty ou à Jean-Paul Moretti, mais à la Banque mondiale, à l'OCDE, au Fonds monétaire international, c'est que la réduction des inégalités qui malheureusement ont eu tendance à s'aggraver de façon très importante au cours des 20 et 30 dernières années est une condition de la lutte contre la pauvreté, est une condition de la bonne croissance économique, voire une condition de la réalisation de tous les autres objectifs du développement durable. En tout cas, ça se remettra dans notre rapport, et pas parce qu'on y croit à titre personnel, parce qu'il y a beaucoup d'évidences scientifiques qui backent ce point de vue.
Puis la dernière chose, et je terminerai là-dessus, pour vous jeter quelques fleurs, pour une fois, que vous méritez, en l'occurrence, c'est qu'il y a un paradoxe des ODD, dont d'ailleurs, en tout cas le staff onusien est bien conscient, c'est que pour faire tout ça, on a besoin d'une action multilatérale. Il faut produire des biens publics globaux qui sont derrière les ODD. D'ailleurs, dans ces biens publics globaux, il y a aussi bien l'adaptation au changement climatique que le contrôle des pandémies infectieuses, que la stabilité financière internationale. C'est un bien public mondial, la stabilité financière internationale, le bon fonctionnement des marchés financiers. Si on n'a pas ça, ça dérègle tout, y compris toute la mise en œuvre des ODD. Mais on sait bien, et on le voit bien avec la crise géostratégique actuelle, le départ des États-Unis, etc., que le système onusien n'est pas forcément adapté pour réaliser ces actions multilatérales. Mais du coup, peut-être d'une mauvaise chose, parce que c'est très mauvais de voir les Américains dans le truc au changement climatique, en tout cas au niveau de leur État. Mais ça nous oblige à inventer d'autres formes de multilatéralisme, à d'autres niveaux, plus près des territoires, en regroupant les pays, en regroupant les sujets. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire construire des nouvelles coalitions d'acteurs, qui transcendent les oppositions idéologiques et politiques habituelles. Je termine là-dessus, mon anecdote préférée. Moi, de mes exploits, à titre personnel, un de mes exploits que j'ai tout dans la vie, c'est quand j'ai réussi quand même à faire défendre devant des milliers de personnes au Congrès mondial sur le sida, par les militants d'acteurs, le renforcement de la concurrence pour améliorer le fonctionnement du marché des médicaments et permettre l'accès plus général aux médicaments. C'était pas tout à fait, vous pouvez imaginer, si vous avez vu le film, ça va maintenant par minute, c'était pas tout à fait la spontanéité idéologique. On retrouvait donc des militants d'acteurs qui étaient à côté de financiers ou à côté d'une partie des multinationales pharmaceutiques et des génériqueurs indiens qui se battaient non seulement contre des forces, d'autres forces, mais y compris contre une partie de ma propre communauté en santé publique, qui disait mais comment, faut pas trop en faire pour le sida, parce que vous allez désorganiser le reste du système de santé, vous d'abord tout repartir à zéro, et après on s'occupera du médicament, etc., etc. Donc coalition tout à fait nouvelle, et moi je trouve vraiment très bien que vous soyez inscrit dans la démarche de Macron du One Planet Summit, et je sais que vous soutenez le projet de One Planet Fellowship en lien avec le laboratoire Agropolis, qui est notre regroupement commun, CIRAC, IRD, École d'agriculture, Université de Montpellier. Et ça, c'est vraiment bien, parce que c'est un exemple parmi d'autres, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, de nouvelles coalitions qui peuvent effectivement changer la planète. Voilà.